content de vous accueillir aujourd'hui à cet événement. Moi, je suis Nick Lucas, je suis le directeur intérimaire au CRIAM, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises à l'Université McGill. Je suis aussi un professeur en architecture et en urbanisme. Et je suis ravi de pouvoir accueillir cet événement qui est le deuxième rendez-vous sur 4 tables rondes dans la série Labo éphémère. Alors, il est vraiment excellent de pouvoir accueillir nos invités. Et je vais juste dire un petit mot de bienvenue, puis ensuite céder la parole aux collègues. Pour commencer, je veux dire que nous reconnaissons que nous sommes sur un placement, si on est sur Montréal, comme moi, qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous reconnaissons et nous remercions les divers peuples autochtones dont les pas ont marqué ce territoire sur lequel les peuples du monde entier se réunissent maintenant. Juste un petit mot sur le CRIAM. Le CRIAM est un centre interdisciplinaire qui réunit les gens des différentes universités montréalaises, mais les personnes qui s'intéressent aux faits montréalais. Alors, c'est très porteur que nous avons la série sur le labo éphémère parmi nos événements. La mission de CRIAM est de stimuler la recherche émergente en études montréalaises et fédérer celle qui se fait au sein des différentes disciplines et universités, et aussi de développer des partenariats, des thématiques et des projets de recherche fondamentaux et appliqués avec les milieux économiques, sociaux, culturels et gouvernementaux de Montréal, dont cet événement est un bel exemple. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un bon après-midi avec notre panel des invités distingués. Et je vais céder la parole à Frédéric Morin-Bordelot, qui est un cofondateur du labo FMR, du projet MR63. Voilà, merci. Merci Nick, c'est très apprécié. Bonjour à tous et à toutes. Nick a bien mis la table. Le labo éphémère, c'est en fait cette version virtuelle et expérimentale d'un futur laboratoire d'impact qu'on va créer avec MR63 pour tester et mesurer l'impact de MR63 sur 4 piliers du développement durable. Aujourd'hui, on parle du volet environnemental dans l'idée de transition écologique. Comment MR63 va s'inscrire dans la transition écologique. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi MR63, on est un organisme qui a récupéré 8 wagons de métro pour créer un bâtiment de 3 étages qui va être un espace de découverte de la culture locale, principalement. En 2018, on a fait une première place qui s'appelle la station éphémère. Donc, on a repris un peu le FMR de la station pour le labo, pour lequel on a tenu 250 événements où il y a à peu près 80 000 personnes qui sont venues. Dans ces 4 mois-là, on a mis de l'avant des artistes, des designers, des gens qui font des produits gastronomiques et on a tenu un café et un bar de manière zéro déchet. En 2019, on a répété l'événement pour un autre 2 mois avec 2 wagons de métro. Encore là, c'était un beau succès. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ces événements-là, on est plutôt là pour parler de comment est-ce qu'on veut déployer MR63 pour être un bâtiment, exemplaire de développement durable. Donc, pour ce faire, il y a à peu près 3 ans, avec Loïc Angot, qui est maintenant vice-président de notre CA et qui est partenaire et développement durable chez LeMay, on a fondé un comité de développement durable qui est maintenant composé de 15 fabuleux et fabuleuses personnes expertes dans leur domaine. Avec ce comité-là, on a réfléchi longtemps à comment est-ce que MR63 devait devenir un espace exemplaire de développement durable et on a créé une charte d'impact. On a avec nous aujourd'hui la créatrice de la charte d'impact, Mylène Champagne. Donc ça, c'est une belle honneur que Mylène nous fait aujourd'hui. Voilà. Donc, pour continuer le panel, moi, je ne voulais pas m'impliquer, je voulais vraiment laisser la discussion aller puis voir c'était quoi les enjeux d'aujourd'hui, comment est-ce que MR63 pourrait se positionner là-dedans, mais sans nécessairement avoir un rôle actif à jouer dans la discussion. Donc, on laisse la place complètement à d'autres gens aujourd'hui et tout le tout va être animé par Stéphanie Barker. Donc, directrice générale de la Fondation Espace pour la vie depuis l'automne 2019, Stéphanie Barker.
pilote le développement philanthropique d'Espace pour la vie, le premier pôle muséal en sciences naturelles du Canada. Elle collabore à propulser la mission de conservation, recherche, éducation et diffusion du biodôme, l'insectarium, du jardin botanique, du planétarium Rio Tinto et Alcan pour le développement d'un lien humain-nature plus sain et durable. Précédemment, elle occupait les fonctions de directrice générale adjointe de la première maison de soins palliatifs pédiatriques du Québec, le Phare Enfants et Familles, après avoir été chef des opérations du Campus Montréal, la plus grande campagne de financement menée conjointement par HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal de 2009 à 2017. L'impact de ça a dépassé le $1 milliard d'investissement à Montréal. Stéphanie a joint depuis peu notre comité de développement durable aussi, donc ça me fait plaisir de vous l'introduire. Stéphanie, je laisse la parole. Merci Frédéric. C'est vraiment un privilège pour moi de me joindre à vous aujourd'hui. Puis j'apprécie beaucoup l'occasion de rencontrer les panélistes d'aujourd'hui. Mon rôle va être d'aider à orchestrer un petit peu les discussions pour mettre en valeur leurs contributions et pour susciter des questions, des commentaires, des discussions dans la communauté. Parce qu'évidemment, quand on parle de transition écologique, quand on parle d'un projet comme comme le laboratoire éphémère pour MR63, on parle de projet collectif. Alors, c'est dommage que ça se passe à l'écran. On est chacun tout seul de notre côté, mais voyons ça plutôt comme une mosaïque vivante. La structure prévoit que je fasse une petite réflexion d'introduction, puis qu'après ça, je présente les panélistes qui vont après courir avec la balle. Et donc, pour ce moment-là d'introduction, j'avais envie de partir de la question qui nous est posée. On se pose la question, comment les entreprises peuvent-elles participer à la transition écologique? Et j'ai envie de vous dire, en fait, comment pourraient-elles en être exclues? Il faut effectivement, je pense, avoir une réflexion collective en tout temps et une action collective. Vous savez, dans mon univers, moi, je suis directrice du développement philanthropique à la Fondation Espace pour la vie. Mais le développement philanthropique, qu'est-ce que c'est? C'est une courroie d'action. Le développement philanthropique, en fait, ça n'a presque rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec l'action. L'argent est un moyen. Et pour moi, le développement philanthropique, c'est un mode d'appropriation sociale de nos solutions pour faire face à nos défis. Quand je demande à quelqu'un de participer par un don, par un appui, à bâtir un projet, c'est que je lui demande de faire équipe avec moi pour qu'on soit capable de rencontrer un besoin collectif, qu'on change les choses pour le mieux autour de nous. C'est ça le développement philanthropique. Donc, c'est une courroie d'action. Quand on parle de transition écologique, en fait, c'est un mouvement. Ce n'est pas désincarné. La transition en soi n'existe pas si elle n'est pas faite par quelqu'un. C'est une dynamique qui nous appartient à tous. En particulier, quand on se parle entre nous, on est en famille, quand on se parle entre nous, il faut qu'on se dise que c'est une responsabilité également, puis ça nous concerne au premier chef. Ça nous concerne, nous, pourquoi on est à Montréal, ça nous concerne en particulier. Mais quand on regarde le reste de la planète dans les yeux, là, et on parle de transition écologique, il faut qu'on se dise quelque chose. La crise climatique, là, c'est une crise d'iniquité à l'échelle planétaire. Pourquoi? Je vous amène là. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la semaine dernière, jeudi, c'est le jour de la Terre, mais toute la semaine dernière, c'était la semaine nationale de l'action des bénévoles. À travers le Canada, c'était cette semaine-là. La semaine dernière, j'avais une rencontre avec des collaborateurs à travers le monde qui sont des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les Sustainable Lifestyles Changes. Donc, comment on peut amener une collectivité à changer son mode de vie pour avoir un lien humain-nature plus sain et plus durable. Et il y a un collaborateur qui s'appelle Tim Gore, c'est le directeur de Low Carbon and Circular Economy Program de the European Institute for Environmental Policy. Et Tim a sorti des chiffres qui m'ont jeté à terre. Il nous a dit, entre 1990 et 2015, la moitié la plus pauvre de l'humanité a produit 10% des émissions de carbone dans le monde. Sur la même période, donc entre 1990 et 2015, le 1% le plus riche de l'humanité a été responsable de 2 fois la quantité d'émissions de carbone du 50% le plus pauvre.
Ça veut dire ça que l'accroissement de la consommation des riches est responsable de la crise climatique. Ce n'est pas l'émergence des économies en développement qui est la principale responsable. C'est l'accroissement de la consommation des riches. C'est ça qui est en train de se passer là. Alors, pourquoi je fais le lien entre la semaine de l'action bénévole puis le jour de la Terre? Mais c'est que la semaine de l'action bénévole, la semaine dernière, là, le thème, c'était la valeur de chacun, la force du nombre. C'est sûr qu'on se dit souvent, hein, c'est rassurant de se dire, hein, quand on se serre les coudes, on va y arriver, un pour tous pour un. Mais en même temps, avec les chiffres que Tim a mentionnés, moi, ce qui m'a frappé, c'est de me dire, attends un peu là, c'est que la transition écologique, bien sûr, ça concerne les individus, ça concerne les gouvernements, ça concerne les entreprises, ça concerne tout le monde, mais c'est que tout le monde n'est pas égal là-dedans, là. La transition, il faut qu'elle inclue tout le monde selon sa capacité d'action. Tous les humains ne sont pas égaux pour faire face à la transition écologique, pour la mener, et tous les humains n'ont pas le même chemin à faire. Il faut se le dire, ça. Donc, évidemment, les humains, évidemment, doivent mener le bal, mais la transition écologique, elle concerne le vivant au complet. La biodiversité, elle concerne tout le monde, mais c'est à nous à agir. Puis j'ai envie de vous partager un peu une des discussions que j'ai eues récemment dans ce groupe international-là que j'apprécie beaucoup. On a eu une rencontre où on se disait, essayons d'être créatifs. Comment on amène justement l'aspect créatif pour appuyer, inciter les changements de comportement pour que tout le monde revoie son mode de vie puis que tout le monde revienne à un lien humain-nature qui est sain, soutenable, durable. Et on se disait, la créativité, certainement, a un rôle super important. Alors, on se disait, s'il y avait un hymne à la transition écologique, qu'est-ce que ce serait? Puis dans mon groupe de travail, ce qu'on s'est dit, c'est que, clairement, là, ce serait un jam du Festival de jazz de Montréal. Tout le monde au monde connaît le Festival de jazz de Montréal, ou à peu près. C'est une signature de Montréal. Mais pourquoi ce serait ça? Mais c'est parce que tout le monde contribue dans un jam. Tout le monde écoute. Tout le monde est en mouvement. Puis il n'y a personne qui est propriétaire de tout ça. Tout le monde a son rôle à jouer. Et ça a amené mon groupe de discussion, et puis c'était drôle, c'est quelqu'un des Pays-Bas qui dit à un moment donné, il dit, coudonc, qu'est-ce que vous faites à Montréal en transition écologique? Quels sont les projets que vous faites? Comment faites-vous rayonner vos solutions? Vous êtes une capitale créative, vous êtes une mosaïque. Et c'est là que j'ai dit, écoute, prochaine fois que tu viens à Montréal, là, j'ai quelque chose à te montrer, ça s'appelle MR63. Alors évidemment, il va venir faire le tour des institutions d'espace pour la vie, il va faire le tour de MR63, mais l'idée, c'est qu'on a dans notre culture, on a dans notre ADN, on a quelque chose à proposer ici qui concerne tout le monde et qui peut faire une différence. Et je pense que c'est en partant de cette richesse-là, Montréal, c'est une des top 10 villes universitaires au monde. Montréal c'est la ville des festivals. Montréal, c'est la ville du créatif. On a tout ce qu'il faut pour faire une très grande différence. C'est à nous à le faire. Et pour justement partir sur cette lancée-là, je vais vous présenter les talents qu'on a aujourd'hui avec nous. Donc, Mylène Champagne, on en a parlé rapidement, Mylène, parce que justement, tu étais un pilier de MR63. Donc, Mylène est gestionnaire principale en responsabilité d'entreprise et environnement chez Bell depuis 2013 et elle est membre du comité consultatif de stratégie durable de MR63. Elle est titulaire d'une double maîtrise en gestion du développement durable. Elle travaille dans le domaine depuis plus de 10 ans et dans des secteurs diversifiés comme le service conseil, l'éducation, télécommunications. Actuellement, Mylène est responsable de la stratégie corporative sur les changements climatiques de l'entreprise Bell et elle veille à ce que les risques, les opportunités liées aux futurs impacts soient quantifiés et divulgués publiquement aux investisseurs. Elle est également responsable de la stratégie d'immobilier durable et la gestion de matières résiduelles de Bell. Elle travaille donc énormément. Mylène siège sur le conseil d'administration du Cercle des jeunes leaders du Forum économique international des Amériques, où elle participe activement à des dialogues géopolitiques. Puis au cours du World Strategic Forum de 2018 à Miami, elle a eu l'opportunité de se prononcer sur l'atteinte des objectifs nord-américains de réduction de gaz à effet de serre par rapport à l'accord de Paris. Mylène, merci. Je vous présente aussi Béchara Helal. Alors, Béchara est professeur adjoint et directeur de l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Il est chercheur affilié au laboratoire de l'étude de l'architecture potentielle et à l'Institut nordique du Québec. Détenteur d'un baccalauréat en génie civil de l'École polytechnique de Montréal,
Polly, qui d'ailleurs vient, vous avez vu passer hier dans les médias sociaux, Polly vient de diplômer pour la première fois, plus de 30% de sa cohorte, c'est des femmes. Bravo, Polly. Et donc, Béchara est également titulaire d'un doctorat en architecture de l'Université de Montréal. Il concentre son enseignement sur les questions constructives centrales au champ de l'architecture, tout en poursuivant des activités de recherche sur les pratiques expérimentales et innovantes qui se développent à la périphérie de la discipline, avec un intérêt fort pour la figure remarquable qu'est le laboratoire architectural. Son travail sur les pratiques constructives innovantes se prolonge à travers une contribution à des expositions publiques, dont l'exposition sur le travail de l'architecte-ingénieur Pierre-Luigi Nervi, qui sera présenté au Centre de design de l'UQAM en novembre prochain, novembre 2021. Il est aussi co-éditeur du livre Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge, an International Inquiry de 2015. Et il travaille actuellement sur son prochain livre, qui sera intitulé « L'architecture au laboratoire, enquête sur les lieux et pratiques de l'expérimentation », qui porte sur l'émergence du modèle de laboratoire architectural, lieu expérimental hybride de production et de recherche de la discipline. Bravo. Il y a Véronique Lemieux, qu'on a déjà rencontrée, je pense, à quelques moments là, dans les projets de mer 63. Véronique, elle est fondatrice et coordonnatrice de Vigne en Ville, qui est un projet expérimental d'implantation de vignobles en milieu urbain. Elle œuvre dans le domaine du vin depuis 10 ans et après avoir travaillé dans le domaine de l'énergie solaire, elle s'est jointe au laboratoire sur l'agriculture urbaine à l'automne 2016. Elle est passionnée depuis toujours par l'écologie. Elle a d'abord fait des études en commerce international à l'Université Concordia, puis s'est redirigée quelques années plus tard vers le domaine de l'agriculture. Elle est aujourd'hui titulaire d'un certificat en permaculture de la State University of Oregon et a complété une formation en viticulture en milieu froid à l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. C'est une double formation qui lui a permis d'implanter un premier vignoble urbain à faible empreinte écologique sur le toit du Palais des Congrès de Montréal, une première au Canada. Et Vigne en Ville compte aujourd'hui 6 vignobles urbains à Montréal et a recyclé à ce jour plus de 18 000 bouteilles de vin grâce à son terreau innovant à base de verre recyclé dans lequel les vignes sont cultivées. Plus récemment, elle s'est lancée comme vigneronne sur une parcelle dans les cantons de l'Est et devrait vendanger les fruits de sa première cuvée en septembre prochain. Alors, on pense à toi avec les temps froids qu'on a eus la semaine dernière en espérant que ça a quand même bien été. Et puis, il y a Pierre-Laurent Macridi. Pierre-Laurent, qui est conseiller en investissement privé alternatif et d'impact chez Fonds d'Action. Donc, pour Pierre-Laurent, le commerce et la finance sont les meilleurs outils que l'humanité a développés pour faire changer les choses à grande échelle. Ces outils ne sont ni intrinsèquement bons ou mauvais, c'est des outils. Mais dans la quête du profit croissant, Pierre-Laurent estime que nous avons perdu l'équilibre entre les deux et les problématiques sociétales décrites par les objectifs du développement durable de l'ONU sont les conséquences de ce déséquilibre. Par conséquent, Pierre-Laurent a bâti sa carrière pour aider à résoudre ce déséquilibre, ce qui l'a finalement amené à rejoindre Fonds d'Action en tant qu'investisseur à impact. Dans le cadre de son poste, il peut créer et gérer des fonds à impact qui génèrent des bénéfices positifs au niveau de l'environnement, de la société, de l'économie à grande échelle. Ce sont nos panélistes d'aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous... d'abord, bienvenue tout le monde. J'ai envie d'une part, de vous suggérer d'ouvrir vos micros. Et j'ai envie de vous entendre sur l'introduction que je vous ai proposée, c'est-à-dire que ce que je propose, c'est que Montréal a un rôle important à jouer dans la transition écologique. Il y a des choses formidables qui se passent ici et c'est une responsabilité qu'on a à Montréal parce qu'on fait quand même partie des pays qui ont une capacité d'action exceptionnelle. Donc, j'ai envie de vous lancer la balle et de voir comment vous allez jongler avec ça. Qui a envie de se mouiller? Donc, en fait, c'est pour répondre à la grande question, j'imagine, de comment les entreprises peuvent prendre action dans la transition écologique. Bon, alors, moi, c'est sûr que via mon projet Vigne en Ville, par exemple, j'ai eu un collaborateur hors pair qui est la SAQ, la Société des alcools du Québec. Et dans le fond, moi, il y a deux concepts qui m'ont énormément aidé, deux façons que les grandes entreprises, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres aussi entreprises là, qui nous ont aidés, c'est la notion de partenariat naturel. Dans le fond, donc un partenariat naturel, c'est où l'impact visé répond aux objectifs stratégiques
de chacun des deux partis. Par exemple, dans le cas de la SAQ voulait réduire son impact, son empreinte écologique sur le verre et Vignanville, dans le fond, a fait de sa mission le recyclage du verre via des terreaux d'agriculture urbaine révolutionnaire. Donc, on met nos forces ensemble, puis ça répond à des besoins puis à des objectifs stratégiques. Un partenariat naturel, c'est extrêmement précieux parce que en fait, souvent, nous, quand on démarre, on manque de moyens, on manque de visibilité, on manque de crédibilité. Et quand un partenaire comme ça s'ajoute à l'aventure, bien, ça ouvre un nombre de portes incroyables. Par exemple, par la suite, l'ITHQ a voulu embarquer. Le Palais des Congrès était déjà là, mais sa contribution a changé. Il y a Ubisoft Montréal. Donc, après, quand on se présente puis on dit, bien, il y a la SAQ derrière, ça ouvre un nombre de portes incroyables et ça donne les moyens aussi de nos ambitions pour nous permettre d'être innovants. Donc, la notion de partenariat naturel, tu sais, les entreprises, c'est quelque chose qui est accessible à elles, qui représente des bénéfices pour elles et pour nous en tant que petits entrepreneurs innovants aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, un autre concept que j'ai appris récemment, que je ne connaissais pas, que je vivais sans pouvoir le nommer, c'est la Maison d'innovation sociale qui m'a expliqué ce concept-là. Ils m'ont dit, toi, en fait, tu as créé une chaîne à valeur hybride avec d'autres entreprises. Et là, j'étais comme, oh mon Dieu, explique-moi ce que c'est. Donc, en fait, une chaîne à valeur hybride, c'est une chaîne mutuellement bénéfique qui mobilise les forces de chacun. Puis encore une fois, oui, c'est vraiment ça, nous, Vignanville, la clé de notre succès. Je vais dire... Oui, vas-y. Pour réagir un peu ce que tu viens de dire, Véronique, c'est une manière beaucoup plus éloquente que ce que j'avais en tête. Souvent, de notre expérience à Fonds d'Action, de mon expérience personnelle, c'est ça, il y a des solutions qui sont là, généralement des startups innovantes, des gens qui veulent faire bouger l'aiguille. Mais historiquement, un problème qu'ils ont toujours eu, c'est toujours avoir le backing d'une grande organisation qui leur permet d'avoir cette crédibilité, de croître à une échelle importante où leur produit ou leur modèle financier, leur service qu'ils rendent devient viable. Par exemple, si je prends un exemple d'une entreprise qui est proche de mon cœur à moi, c'est une compagnie de logistique décarbonée bâtie ici à Montréal, qui s'appelle Courant Plus. Quand on a essayé de lancer Courant Plus il y a maintenant 3 ans, 4 ans, on était seul un peu sur le marché à essayer d'avoir cet argumentaire-là. Les gens, quand on leur parlait de faire la logistique décarbonée, des vélos cargo, des camions électriques, tous ces genres de choses, on était un peu considérés comme les crazy ones out there. Mais un peu dans mon rôle à Fonds d'Action, j'ai vu un peu cette opportunité-là et j'ai accompagné ces entrepreneurs-là à bâtir leur modèle d'affaires, trouver des partenariats. On a eu le labo Moving On qui nous a soutenus, maintenant de nos jours la Maison Simons, plein de grandes organisations se sont bâties un peu et se sont joints derrière ce mouvement de la logistique décarbonée et on a le projet Colibri, etc. Donc, c'est un peu, pour ressortir ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça prend un écosystème pour bâtir ça. Donc, des rencontres, des discussions telles qu'on les a aujourd'hui, elle est là la différence. C'est comme ça que Montréal arrive à se positionner, que Montréal et le Québec peuvent faciliter la transition écologique à sens large. C'est qu'on a un esprit communautaire et collaboratif beaucoup plus fort que d'autres pays ou d'autres régions dans le monde que j'ai vues. Et ça, c'est un peu la plus grande contribution qu'on peut faire comme un écosystème, c'est de soutenir ces entreprises et ces produits innovants d'ici, exactement comme ce que tu as décrit de ton bord, Véronique. Moi, je peux poursuivre aussi avec mon expérience en entreprise privée, puis je tiens juste à mentionner comme Looking Forward Statement, c'est que je suis ici à titre de membre du comité en stratégie durable de MR Centra, pas pour Bell. Donc, tous mes propos que je vais mentionner aujourd'hui n'impliquent que moi et Frédéric Morin-Bordelot. Donc, d'avance, juste pour qu'on soit sur la même page ici. Mais la question est intéressante, tu sais, de savoir comment, c'est quoi les responsabilités d'une entreprise en matière de transition écologique. Oui, mes années d'expérience dans le domaine m'ont appris qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles une entreprise
va entamer ou prend un chemin de transition écologique. C'est soit une demande des parties prenantes, une vision de la haute direction, c'est soit également une conformité légale. Les lois, ils servent à quelque chose, ne sont pas seulement tout le temps pour nuire finalement au processus d'affaires. C'est pour être un bon citoyen corporatif ou également pour réduire les risques financiers, opérationnels ou réputationnels. Fait que, peu importe la raison que l'entreprise décide de prendre ce chemin-là, elle est bonne pour moi. Donc, si ça vient d'une loi ou ça vient d'une vision, moi, je pense que c'est bon si ça l'amène à prendre ses responsabilités en main. Puis, tôt ou tard, c'est toujours la relation pollueur-payeur qui prime. Si tu ne veux pas payer, par exemple, d'amende, mauvaise presse, perte de contrat à long terme, tu dois prendre action pour réduire ton impact et faire une transition écologique. Puis de nos jours, ce qu'on entend beaucoup parler, c'est la transition énergétique. Ça a l'air que c'est un pilier que le gouvernement a décidé de miser beaucoup dessus, puis ça doit être priorisé, c'est important. Mais je dirais que la transition écologique, je suis contente que ce soit le sujet d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas un terme qu'on entend fréquemment. C'est que ça va vraiment tout inclure, parce qu'on ne peut pas juste, oui, c'est que c'est bien d'avoir une société faible en carbone, mais pour être pertinent dans le temps, il y a d'autres enjeux qui doivent être pris en compte. Puis le mot, puis là, juste pour finir là-dessus, le mot transition, pour moi, c'est un mot extrêmement important ici qu'on doit juste comprendre. Là, c'est, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont galvaudés, développement durable, comment on les utilise, mais transition ici, on ne dit pas que c'est un shift énergétique ou un shift écologique, parce qu'un shift, c'est du jour au lendemain, on change. Puis ça serait, si on fait un shift, c'est au détriment de la société, de l'économie. Puis ça ne fait pas partie vraiment de la vision du développement durable qu'on veut avoir, puis qu'on veut mettre de l'avant. Fait qu'il faut préparer le changement. Puis là, on va faire des amis ou des ennemis ici, là, mais je pense que c'est le but. Mais c'est, on va prendre par exemple l'Alberta. Eux, pour passer du carburant fossile, l'enlever complètement, c'est pour ça qu'on appelle ça une transition énergétique ici, c'est qu'il faut former les employés, il faut développer des nouveaux marchés, il ne faut pas mettre tout le monde finalement sans emploi. Fait que, oui, ça touche le développement durable, puis tous ensemble, je pense que si on a une vision à long terme, une transition peut se faire et va bien se faire au lieu d'un chiffre du jour au lendemain. Bien, Sharon, il me semble que ça rejoint les préoccupations urbaines et de développement du milieu dans lequel on vit. Oui, en fait, c'est ça. Je vois mal me placer par rapport à des considérations, comment dire, plutôt de gestion d'entreprise. C'est pas trop mon fort. Mais par contre, tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure rejoint vraiment une approche, je trouve, qui est très importante. C'est, j'ai entendu dans partenariat naturel, j'ai entendu le mot écosystème tout à l'heure, la question du réseau. Je crois que c'est cette façon de... Et puis surtout, je dois dire, la charte d'impact qu'on n'a pas vue aujourd'hui, mais que j'ai vue ailleurs développée par Mylène. Ce serait bien. Ce serait, je pense, oui. OK. Mais donc, de mettre des choses en relation les unes avec les autres. Parce que je pense que cette notion de transition durable, en fait, elle implique plusieurs choses. Ce n'est pas possible de fonctionner sur un seul point. On a beaucoup parlé de développement durable il y a quelques années. Les Nations Unies ont formulé un agenda 2030. 2030, c'est après-demain. C'est ça. On ne peut plus penser 10 ans plus tard. Dans 10 ans, on aura passé le 2030. Donc, il y a une espèce d'urgence quand même dans les actions qu'on doit poser. Mais il y a aujourd'hui, je trouve, des interventions qui sont des principes ou peut-être des idées qui vont au-delà simplement du développement durable. Où pendant longtemps, on s'est dit, si on travaille sur des détails de construction, je parle de la construction dans ce cas-là, sur des points très précis d'intervention, donc travailler sur la résistance des murs ou bien la qualité des fenêtres ou des choses comme ça, on va pouvoir réduire la consommation énergétique d'un bâtiment et du coup, c'est bien. Donc oui, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Et aujourd'hui, on est dans des principes qui sont un petit peu plus larges. On va commencer à parler de principes qui vont faire intervenir autant des questions sociales, bien sûr des questions économiques, c'est essentiel, mais je pense en particulier aux principes de quartier durable, par exemple.
Donc, plutôt que de penser à l'échelle donc de la fenêtre ou du mur ou du toit, et même au niveau de la maison, on commence à penser plutôt à une échelle qui est plutôt plus étendue d'un bout de territoire où c'est quasiment dans l'idée du partenariat naturel quelque part, où finalement un quartier va travailler ensemble pour pouvoir arriver à des résultats plus efficaces. Et donc, quand on pense à un projet qui va être plutôt dans une optique de développement durable, je pense que maintenant, il faut le considérer dans un cadre plus grand, avec des intervenants plus importants. C'est plus simplement le constructeur, ça devient aussi la personne la personne ou l'entreprise, l'entité qui va utiliser le bâtiment pendant une certaine période de temps. Mais c'est aussi les personnes qui vont l'utiliser, c'est aussi les personnes qui vont habiter à côté. Et on peut commencer à parler il y a tout un tas de principes. On ne parle plus seulement de gestion de l'eau dans un bâtiment, c'est gestion de l'eau dans un quartier. Et du coup, s'il y a des besoins en eau à un endroit, puis de la production d'eau ailleurs, peut-être que l'un peut aider l'autre. Et du coup, on commence à penser à un écosystème, c'est vraiment le mot, je pense, qui est clé ici, où les choses vont travailler les unes avec les autres. Et donc, la difficulté pour moi, c'est pas tant d'avoir des réponses techniques précises ou développées, c'est d'arriver à mettre en lien les différents intervenants, puis les sensibiliser pour pouvoir développer une stratégie commune, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est social. Ce n'est pas simplement une utilisation de matériaux ou d'approches techniques. Ce qui est le fun avec un projet qui peut être donc innovateur, justement, et qui veut prendre l'avant là-dessus, c'est que c'est un projet qui peut fédérer ces intervenants-là. En disant, il y a un projet qui se met en place, un grand projet central, un maire 63 dans ce cas-là, et de voir finalement comment on peut parler aux différentes échelles, que ce soit au niveau de la ville, au niveau des groupes communautaires, au niveau des simples utilisateurs, et faire intervenir ces parties prenantes dans une logique globale. Pour reprendre justement cette idée-là de fédérer, tout le monde a une perspective qui est dans l'action. Clairement, la transition n'est pas quelque chose, et je pense que c'est Mylène qui disait, c'est pas un shift, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire, là, c'est plutôt effectivement un mouvement de fond, puis c'est un mouvement qui repose sur bien les épaules. Comment on peut voir le rôle des entreprises? Parce que tout le monde n'a pas une Mylène Champagne dans son comité de direction. Tout le monde n'a pas une Véronique Lemieux qui s'installe sur son toit. Comment on peut interpeller les entreprises qui sont quand même des gros acteurs et qui ont beaucoup de responsabilités, mais comment on peut justement influencer comment les décisions sont prises et comment les actions sont mises en œuvre. Ce serait le moment d'avoir ces discussions-là parce qu'au sortir de la crise pandémique, on ne peut pas retourner à ce qu'on faisait il y a 5, 10 ans, 20 ans. Là. Comment vous voyez ça? Et moi, si vous me permettez, en fait, donc le laboratoire sur l'agriculture urbaine dans lequel je travaille, en fait, a un système aussi de maillage. Mm-hmm. Donc, on essaie justement en ce moment, il y a un programme là, qui est en train d'être bâti qui veut mettre en lien les propriétaires de grands bâtiments, des grandes entreprises qui ont de l'immobilier et les petits fermiers qui désirent démarrer, en fait, en ville, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer un petit lopin de terre. Et bon, il n'y en a pas de lopin de terre non plus. Donc, puis de la location d'un toit, c'est nouveau là, comme notion. Donc, c'est de dire, bon, ben vous êtes un grand propriétaire immobilier et vous aimeriez, dans le fond, faire votre part, supporter. Bien, on crée une plateforme qui, finalement, va permettre un maillage entre les petits fermiers et vous. Et c'est une façon pour ces grandes entreprises-là de contribuer au réchauffement climatique parce que, bon, on sait que quand un toit est végétalisé, bien, clairement, ça réduit les îlots de chaleur et en plus, ça contribue à aider la sécurité alimentaire, en fait, à apporter une meilleure sécurité alimentaire dans le quartier. Donc, un système de maillage, en fait, des organismes qui mettent justement en lien et qui s'assurent que les deux aient un partenariat naturel, encore une fois. Je vais
Je suis encore une fois, Véronique, là, je pense qu'on va très bien s'entendre durant cette conversation. Mais je vais apporter un autre angle, car je suis entièrement d'accord avec l'approche de solutions innovantes. C'est un peu ma job. Mais ce que je voudrais aussi ramener, tantôt je parlais d'écosystème, mais maintenant je vais parler aussi en anglais, on dit stakeholder, de parties prenantes. Une entreprise a plein de différentes parties prenantes. Si je mets dans un pot d'un entrepreneur, des entreprises avec lesquelles on gère, ils ont tellement de choses à penser en même temps que souvent, ce n'est pas par un manque de volonté ou d'ouverture aux initiatives qui peuvent faciliter la transition écologique dans leur entreprise ou même dans leur communauté. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps pour même y penser. Donc, c'est là où l'importance de toutes les parties prenantes, de tous les différents angles possibles, d'essayer d'amener ces bons coups, ces bonnes façons de faire les choses à une entreprise. Car une fois, généralement, de notre expérience, quand ils sont introduits ou même tu leur présentes quelque chose, c'est « Ah, OK, I understand it now, je vais le faire. » Mais c'est juste avoir ce déclic, amener cette information. Je vais donner plusieurs exemples et un peu de différents angles d'entrée un peu pour tout le monde ici. Si je porte mon premier chapeau comme investisseur à fonds d'action, beaucoup des entreprises elles vont avoir une banque, un investisseur, des stakeholders, des shareholders, etc. derrière. Pour revenir un peu à ce que disait Bécharat tantôt, nous, par exemple, on a financé un projet il y a quelques années, Biomont, là, de production d'énergie. Quand on a financé ce projet, on s'est rendu compte, hey, il y a le cercle du soleil à côté, ils ont besoin d'énergie thermique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a amené, auquel on a pensé. Donc nous, comme un investisseur, peut définitivement apporter ça à une entreprise. On a fait la même chose, par exemple, avec une autre compagnie dans notre portefeuille actuellement, où dans notre due diligence, on s'est rendu compte que toutes leurs bouteilles en verre, ils les importaient de la Chine, alors qu'il y avait de la production locale qui était moins chère et circuit court. Il y a plein de solutions comme ça à terre, mais il faut juste y penser. Il faut prendre le temps de faire cet exercice, d'y réfléchir. L'autre chose que je dirais, c'est que tous, ici autour de la table, la vaste majorité des participants, j'imagine, sont des employés au travail pour une entreprise. Nous sommes tous des actionnaires de changement au sein des entreprises. C'est à nous, si on voit une opportunité dans notre vie, dans notre job ou autre, d'amener cette information, de le pitcher au sein de nos entreprises. Énormément du shift, par exemple, vers l'investissement d'impact, etc., j'ai énormément contribué à ça au sein de Fonds d'Action. J'ai une organisation qui était ouverte pour m'écouter. Et dans beaucoup d'autres organisations, si je pense à d'autres relativement jeunes de mon âge dans leur propre organisation, sont souvent des champions et des ambassadeurs pour le développement durable et la transition écologique dans leur compagnie, car c'est quelque chose qu'ils vivent, c'est quelque chose qu'ils ressentent, c'est pas juste quelque chose qu'ils ont entendu parler une fois dans leur cours ou une fois sur les infos. Donc, généralement, ils viennent avec leurs propres idées. L'autre élément que je dirais aussi, c'est en tant que consommateur, et ça, c'est la chose qu'on entend toujours, c'est les produits et services qu'on apporte. Moi, par exemple, je vais donner un exemple datant d'hier. Hier, c'est mon anniversaire ce week-end. J'ai pris quelques journées off. Et donc, hier, pour fêter ça, je voulais order un hamburger de chez moi. J'ai fait livrer mon hamburger et malgré le fait que j'avais demandé de ne pas mettre des ustensiles en plastique, etc., ils m'ont quand même mis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la compagnie en disant « Hey, j'ai demandé de pas avoir cette information. Je ne pense pas que c'est bien pour votre écologique. Et d'ailleurs, vos trucs en plastique ne sont pas du plastique recyclable ou biodégradable. » Hey, c'est super intéressant. Là, ils m'ont déjà demandé s'ils pouvaient me reparler la semaine prochaine, là, si j'ai des pistes de solutions pour eux autres. Ça, c'est un exemple d'hier. Mais nous, en tant que consommateurs, on peut facilement être des acteurs de changement. Et le dernier point que je dirais, c'est malheureusement, pas tous les investisseurs de la planète sont aussi sensibles, disons, au développement durable et ces enjeux-là. Et là, je veux dire ça, j'évite de porter mon chapeau Fonds d'Action en disant ça. Mais la chose, c'est où nous, comme individus, on place notre argent à un impact important aussi de façon indirecte là-dessus. Je vais citer une étude qu'on avait faite avec une entreprise dans laquelle on était investi, qu'on a maintenant vendu il y a un an ou deux, dans laquelle j'étais sur le conseil d'administration. Une compagnie qui s'appelait CoPower. Et en 2017, on a fait une étude où on a regardé c'était quoi l'impact carbone d'éléments principaux de notre vie de tous les jours.
et l'impact aussi, par conséquent, de notre placement pour notre retraite ou juste nos placements de façon générale. Je pense qu'on a tous entendu parler, hey, il faut prendre moins l'avion, il faut conduire moins notre voiture, il faut devenir plus végétarien, manger moins de viande. Ça, pour une perspective, à l'époque, quand on avait fait l'étude, c'était environ 1,6 tonnes de CO2 par an, 2,4, 2,5 tonnes. Ça, c'est un peu le ballpark par an pour un consommateur moyen. On avait aussi entendu parler souvent à l'époque, sur les infos, on disait la meilleure chose pour la transition écologique que tu peux faire comme individu, c'est de ne pas avoir un enfant. Car on disait à l'époque, un enfant, c'est environ 58 tonnes de CO2 en moyenne par année. Donc ça, c'est une ordre de grandeur assez plus importante. Mais après, on avait regardé, OK, c'est quoi l'impact carbone en moyenne d'un portefeuille canadien, un portefeuille de retraite d'un individu. Donc, 100 000 $ en moyenne ici au Canada, c'est 9,3 tonnes. 500 000 $, c'est 46 tonnes par an de CO2. Et 1 million, qui est quand même un argent de retraite large, mais quand même atteignable pour un bon nombre du middle class canadien, c'est 93 tonnes de CO2 en moyenne. C'est plus que tous les autres éléments susmentionnés combinés. Donc ça aussi, on le dit toujours, l'argent, put your money where your mouth is. Si on a, nous tous, en tant qu'individus, on a des valeurs pour le développement durable, la transition écologique, où on place nos argents, quels services est-ce qu'on utilise et comment est-ce qu'on engage avec les entreprises, que ce soit pour notre retraite, que ce soit pour les produits et services qu'on consomme ou en tant que volunteer pour une ONG ou autre. C'est ça le plus grand impact qu'on peut avoir. C'est une approche d'écosystème, c'est une approche de collaboration qu'on peut avoir et que, encore une fois, au Québec, on est très avancé sur ce genre de choses. On a un tissu social très imbriqué pour faire cet engagement-là. C'est intéressant, Pierre-Laurent, que vous amenez cette perspective-là. On est, chacun d'entre nous est un consommateur, chacun d'entre nous a un droit de vote, chacun d'entre nous on a un certain nombre de rôles dont on se prévaut à tous les jours et auxquels on ne pense pas nécessairement dans la perspective de l'impact de ces rôles-là, de ces actions-là. Et ça rejoint plusieurs des commentaires et questions qu'on a actuellement des participants dans le question-réponse. Alors, c'est intéressant parce que justement, on a un droit de vote. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour influencer la réglementation? Comment on travaille pour assembler nos voix, faire une force collective et justement, comment on utilise les espaces auxquels on a accès pour amener cette transition-là, pour faire vivre les valeurs qu'on incarne et pour faire avancer l'action. Mylène, tu semblais avoir une réflexion par rapport à ça. Je te lance la balle. Merci, c'est gentil. Bien, simplement, je pense que la recette, si vous n'avez pas une Mylène Champagne ou une Marion Ancel dans votre équipe, par exemple, je pense qu'il faut utiliser la méthode Étienne Frédéric. C'est créer un comité consultatif, puis prenez une Mylène Champagne dans votre équipe comme bénévole. C'est encore plus intéressant même que de la payer. Puis ça, bien, en fait, on est récompensé parce qu'ils ont tout de suite su partager leur passion puis nous embarquer là-dedans. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux sur le comité. Puis je veux juste le mentionner parce qu'on dit mon nom, mais en réalité, le comité, en fait, j'ai finalisé une charte que j'ai mise sur papier, mais il y a eu tellement de réflexions, de soirées qu'on est passé à parler de ça. Puis je veux nommer quand même les gens par respect aussi. Bernard Bittard, j'ai vu qu'il était là aujourd'hui. Julien Lacombe aussi. Julien-Pierre Lacombe, Antonin Labossière, architecte en chef, Sébastien Cloutier, Philippe Saint-Jean, Philippe Lantier, Ricardo Léoto, qui étaient tous sur le comité de départ, puis se sont joints à nous, Marion Ancel, Audrey Fontaine, Maëla Stéphane Ruggieri, pardon, puis toi-même, Stéphanie Barker. Donc, je crois que c'est ça, il faut, bon, si on n'a pas toutes les ressources pour arriver, puis on veut faire un projet durable et que ce soit de bâtiments durables et tout ça, on s'entoure de bonnes parties. Puis, désolée, j'ai un chien ici. On s'entoure de gens qui ont les connaissances. Ça, c'est absolument indispensable. Puis,
dès le début, on avait un gros dilemme. Puis je pense que j'aimerais ça présenter la charte pour pouvoir, parce qu'on en parle, mais les gens, ils ne l'ont pas encore vu. Fait que j'imagine que vous êtes tous en attente. On avait un gros dilemme. On voulait tellement être parfait. Tu sais, nous, on est dans des organisations où on a peut-être un budget et on peut espérer la perfection et loin de là, en fait. Là, mais si on nous donne la possibilité de faire de l'idéalisation là-dessus, on est arrivé, on voulait tout faire. Donc, merci. Donc, là, on est arrivé au moment où on s'est dit, attention, on ne veut pas réinventer la Maison du développement durable. Pour nous, le projet, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment vert. C'est aussi une vitrine pour la culture, l'alimentation locale. Mais ça ne voulait pas dire qu'on ne voulait rien faire du tout du côté bâtiment vert. Donc, ce que je conseille ici, c'est ce qu'on a fait. On a choisi nos batailles. Par bataille ici, parce que si on décide de tout faire en même temps, on va rater la mission, la vision de l'organisation, on va s'épuiser à tout faire parfaitement, puis à la longue, rien va n'être parfait. Donc, pour la priorisation, c'est ça, on a développé une charte d'impact avec des points importants à prioriser. En d'autres mots, on a choisi nos batailles. Les plus matériels pour le projet qui sont en lien avec la vision des fondateurs. Donc ici, on reconnaît les 4 piliers du développement durable. Pour chacun, on a pris un thème central important. Donc, pour l'environnement, ce qui a été sélectionné, c'est la régénérescence. Régénérescence. Merci beaucoup. C'est vendredi. Hein? En fait, pour nous, c'est dépasser la simple conservation du statu quo puis rebâtir notre écosystème environnemental. Donc, par exemple, au lieu de juste faire un bâtiment, c'est quand même beaucoup, mais faire un bâtiment carboneutre, il vise même la carbonégativité, donc faire plus que ce qui est demandé. Pour la société, c'est la conservation du patrimoine, ce qui va très bien avec le but des wagons MR63. La culture, ça fait partie de leur mission, le rayonnement des talents. Et l'économie, c'est l'inclusivité territoriale. Donc, l'idée d'amener les différentes populations de Griffintown à mieux se connaître, à se respecter puis à s'apprécier et s'entraider. Donc, c'était vraiment ces points-là qu'on a choisis. Puis, bien entendu, il y a des intersections. Oh non, il faut revenir. Il y a des intersections, puis je vais juste nommer ceux qui sont en lien avec l'écologie, parce que vu qu'aujourd'hui, c'est la transition écologique, c'est l'écologie et le social, dont on a le 4RV. Donc là, ici, oui, on va utiliser des wagons de la STM, des wagons MR63 qui ont été utilisés pendant longtemps. Même des bouts du pont Champlain, ça a été discuté. Donc, ça a une valeur sentimentale pour la société. Puis, l'intersection entre l'écologie et l'économie, l'approvisionnement local, puis une petite anecdote là-dessus, c'était très important pour les deux frères, l'approvisionnement local, que ce soit pour la construction ou que ce soit pour les opérations, l'achat de la nourriture, etc. Puis quand on se questionnait sur, bon, c'est quoi la limite? Est-ce qu'on arrête à 800 km? On arrête à 1000? C'est quoi? Puis on est allé voir des normes, puis finalement, ça répondait difficilement aux besoins. Puis on est allé faire quelque chose de symbolique, 1000 km. 1000 km et moins, c'est la distance qu'un wagon MR63 parcourait en une journée dans le temps, quand il était en fonction. Donc, c'est finalement, ça donne une vision de tout aligner ensemble et que tout prend un sens et le sens du projet et non juste essayer de faire rentrer ça dans le moule du développement durable parce que c'est ça qui ne fonctionnera pas. Je trouve ça intéressant, Mylène, que tu donnes un exemple aussi clair de ce qu'on... Tu sais, des fois, on dit ici, il faut que les bottines suivent les babines, là, et il faut qu'on soit très, très, très concret dans notre action. La transition écologique, c'est un concept, mais à un moment donné, il faut que ça devienne une réalité, puis il faut être discipliné dans les actions qu'on entreprend. Il faut qu'on soit très concret, en étapes, inclusif, parce qu'on ne le fera pas tout seul, là. Il faut que ce soit un projet très, très concret et très, très incarné avec des gens qu'on invite autour d'une table. Et il y a des questions là, dans les questions-réponses sur comment on fait pour faire changer les réglementations dans une industrie, par exemple, comme la construction, où des fois, c'est plus difficile d'avoir ces discussions-là. Peut-être que c'est un autre enjeu.
je pense que ce que tu présentes comme exemple, ça montre que il y a des méthodes, il y a des façons de bâtir des partenariats où on invite des intervenants, des parties prenantes et on crée un écosystème. Puis peut-être, Béchara, tu voudrais embarquer là-dessus parce que justement, on parlait des portes et fenêtres versus un quartier au complet. Et probablement qu'il faut garder la tête dans le quartier au complet, mais il faut agir une porte, une fenêtre à la fois aussi, là. Oui, non, tout à fait. C'est certain que c'est différentes échelles. Hein. Puis c'est pas qu'une annule l'autre. Je pense qu'elles sont complémentaires. Ce que je trouvais vraiment le fun avec la charte d'impact, en fait, cette façon de mettre les choses en relation. Et en fait, quand on pense à un nouveau projet, à la mise en place d'un nouveau projet, je pense qu'on peut commencer avec le programme aussi. Donc, si par exemple on garde un programme puis qu'on le considère pas seulement du point de vue d'un programme unique, mais d'un programme qui pourrait faire intervenir les différents acteurs, déjà on est en train de travailler sur l'inclusion de ces différentes parties prenantes dans un projet. Au niveau de la mise en forme, ensuite, il y a tout un travail qui peut être fait, donc la matérialisation de cette architecture-là. Oui, là, il y a des questions plus techniques, c'est là qu'on peut parler de portes et fenêtres. Mais il y a aussi cette logique de peut-être commencer à voir qu'est-ce qu'il y a comme production locale. Et je pense que les distances peuvent varier, bien sûr. Mais plus on est dans une production qui est locale, qu'on fait affaire finalement avec des fabricants, des distributeurs, des personnes qui vont pouvoir travailler sur ces produits-là locales, plus il y aura, je pense, un enrichissement communautaire quelque part. Je reviens toujours sur cette question-là parce qu'il me semble que ultimement, c'est ça que je trouve intéressant avec un projet durable. C'est un projet qui va être durable parce qu'il y a plusieurs. C'est durable dans le temps, c'est pas simplement durable au niveau des questions énergétiques. Et si on veut que ça fonctionne, c'est sûrement pas au niveau de l'objet en tant que tel que ça va fonctionner, c'est, je pense, au niveau de son exploitation dans le temps. Un projet de construction, c'est pas un projet qui va se faire, qui est statique, c'est un projet qui va évoluer. Alors, j'ai regardé la vidéo de la semaine dernière, on parlait beaucoup d'installations potentiellement éphémères, de programmes qui changeaient en fonction des années ou des saisons, etc. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que cette façon aussi de dire qu'un bâtiment peut être conçu pour une utilisation particulière suivant les conditions climatiques, c'est énorme. Donc, de pouvoir dire en été, cet espace-là est plus utilisé parce qu'il est plus frais, mais en hiver, c'est plutôt celui-là parce qu'il permet d'avoir un réchauffement naturel. Et donc, de ne pas considérer un bâtiment comme une chose qui est unique, qui est statique, qui ne bouge pas du tout à la grandeur de l'année, mais quelque chose qui va varier dans l'année, qui va varier en fonction des utilisations. Donc, ça implique nécessairement une adaptation du bâtiment et surtout une appropriation possible du bâtiment par les différents usagers. Ça, c'est énorme parce que c'est la seule façon de s'assurer que la machine qu'on met en place quelque part fonctionne, qu'elle n'est pas quelque chose qui finalement est trop rigide pour permettre une évolution dans le temps. Et ultimement, c'est dans le temps que ça va se décider. On parle beaucoup d'analyse de cycle de vie, bien sûr, et la consommation énergétique, si on doit parler que d'elle, la consommation énergétique est vraiment calculée sur l'utilisation du bâtiment dans une très longue période. Et pas seulement donc sur sa construction. La construction est infime par rapport à l'utilisation dans le temps. Ensuite, oui, allez-y. Mais justement, la perspective dans le temps, je pense, est intéressante. Puis il y a une question qui vient d'arriver justement sur la mesure d'impact. Quand on travaille justement à faire des changements ou quand on prévoit pour dans plusieurs années, puis sur le long terme, puis le cumulatif aussi sur le long terme, comment on jauge les risques qu'on prend parce qu'on invente quelque chose de nouveau versus les impacts qu'on attend? C'est une question qui est aussi importante dans tous les domaines, que ce soit la construction, que ce soit la gestion financière, que ce soit l'implantation de projets aussi fous que des vignes sur des toits de palais des congrès. Comment on jauge ça et comment on mesure nos impacts? Je pense que je vais me lancer là-dessus, car c'est un peu mon endroit d'expertise. Premièrement, je vais juste dire, l'impact et l'ESG, c'est un peu deux choses différentes. Dans ce genre de questions, c'est plus de l'ESG dont on parle plutôt que l'impact. Mais comment est-ce qu'on le mesure? Premièrement, c'est avec, encore une fois, sur l'approche stakeholders, avec un engagement des différentes parties prenantes. Puisque on parle toujours de la qualité de l'information qui sort d'un processus
dépend toujours de la qualité de l'intrant et de comment tu le processes et après, comment est-ce que tu rends cette information actionable, comment est-ce que tu utilises ça pour augmenter ton impact sans avoir un détriment sur d'autres aspects qui te sont importants. Donc, souvent, par exemple, tu vas chercher à développer des outils ou des mesures ou même de façon générale, d'un point de vue contractuel, dire, OK, tel intervenant, je veux que tu me donnes cette information à telle fréquence et voici comment est-ce que je veux que tu collectes cette information. Souvent, moi, je regarde ça d'un œil en tant qu'investisseur. Donc, nous, c'est souvent plus contractuel qu'on arrive à le faire avec nos entreprises. Mais même si je regarde à l'échelle de l'entreprise avec leurs parties prenantes, généralement, c'est de l'information qui n'est pas si dure à collecter. C'est de l'information souvent qui, par exemple, si je prenais l'exemple de la station éphémère, et si on voulait regarder l'impact de la station éphémère, tu regarderais, ben, c'est quoi le nombre d'événements que vous avez organisés, c'était quoi le nombre de participants qui étaient là. Tu pourrais peut-être organiser, suite à chaque événement, un post-event survey là, et juste leur poser ce genre de questions. C'est pas si compliqué, c'est pas du rocket science, il faut juste y penser et s'engager. C'est après quand tu rentres dans des éléments un peu plus techniques, par exemple, si tu veux regarder des éléments comme la réduction de la consommation énergétique, si tu veux regarder la réduction de gaz à effet de serre, là, ça requiert une expertise un peu plus pointue où il faut avoir des connaissances ou des capacités, mais la bonne nouvelle là-dessus aussi, c'est qu'il y a énormément d'experts et de compagnies qui ont développé des frameworks et des outils pour faire cette mesure-là. Donc, ça dépend un peu selon tes ressources, ça dépend selon ton contexte, c'est quoi l'impact que tu cherches à mesurer ou pas. Si je vois la même question, je pense à laquelle tu fais référence, c'est l'impact sur les travailleurs. Ça, je dirais, par exemple, et je vais prendre l'exemple de Fonds d'Action, que c'est quelque chose dont je suis assez fier, c'est quelque chose qui ont changé là avec la pandémie, où ils ont lancé, ils utilisent une plateforme qui s'appelle Office Vibes, là, mais chaque semaine, on reçoit un questionnaire, tous les employés de Fonds d'Action nous demandant « Hey, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que le télétravail fonctionne chez toi? » etc. C'est le genre de choses qui peuvent facilement être implémentées aussi par rapport au changement d'espace. Fonds d'Action, on est en train de préparer des changements à notre bâtisse là, pour post-pandémie, quand on va tous retourner au bureau. Et toute cette information-là est partagée publiquement avec tous les employés. Il y a eu plusieurs mois même de questions-réponses d'engagement avec tous les employés qui ont eu un impact sur le développement, le réaménagement de notre bâtisse. Et ces éléments-là aussi ont eu un impact réel. Le fait d'avoir des gens qui poses leurs questions, ça a un impact sur le processus décisionnel, donc c'est réellement intégré. Ça, c'est un impact en soi, je dirais. C'est un engagement auprès de tes parties prenantes. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression de toujours donner la même réponse, mais l'engagement avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des employés, que ce soit ta compagnie électrique pour tes factures énergétiques, pour revenir au point de Béchara, c'est pas seulement des fenêtres, mais aussi c'est toute la communauté autour, si tu peux faire des produits de circuit court, etc. Elle est souvent là, la clé du succès pour la transition écologique, qui n'est pas seulement écologique, mais une transition juste, sociale, qui prend en compte toutes les parties prenantes, pas seulement ton microcosme de ton entreprise ou de ton projet ou de toi comme individu. Puis j'ai l'impression qu'effectivement, cette perspective-là plus large et cette réflexion-là, et j'aimerais ça t'entendre, Véronique, là-dessus. Est-ce que quand on est un entrepreneur puis qu'on part un projet, parce qu'évidemment, les entreprises, ça prend un instigateur, ça prend le visionnaire qui a l'idée, qui a le marché, soit qui crée un besoin ou qui en identifie un, mais il y a une démarche là qui est essentielle. Et est-ce que justement, quand on part un projet comme Vigne en Ville, est-ce qu'on a cette idée-là d'entreprise et est-ce qu'on mesure déjà tous ces impacts-là et tout ce mouvement, cet écosystème-là qu'on veut faire? Ou bien est-ce qu'on a la candeur de se lancer puis on le créera à mesure?
Un peu des deux, je pense. Parce que moi, je suis arrivée avec beaucoup d'innocence et de candeur dans tout ça, mais avec beaucoup de bonne volonté. Je voulais recycler du verre parce que j'avais vécu longtemps en Chine et je voulais préserver le sable, en fait. C'est quand vient le moment de faire nos terreaux en agriculture urbaine, on doit commander des camions de sable. Je me disais, il me semble qu'il doit y avoir autre chose, là, parce qu'il me semble que j'aime pas ça. Parce que le problème du sable dans le monde est un vrai problème. C'est une ressource naturelle non renouvelable. Et en Chine, ben, il y a les plages qui disparaissent carrément, tu sais, et ça sert à construire les mégalopoles. Donc, moi, quand je disais ça aux gens au Québec, les gens me disaient « Oh non, ici, il n'y a pas de problème de sable. » J'étais comme « Oui, peut-être, là, mais pas parce qu'il y en a qu'on va le gaspiller, quand peut-être qu'il y a un autre matériau qu'on pourrait utiliser à la place. » Donc, ça, c'était vraiment mon idée liée à mon vécu. Après, par contre, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, qui m'ont invité à la Maison de l'innovation sociale. Vraiment, je dois les mentionner parce qu'ils m'ont éveillé au potentiel de Vignanville, en fait. Ils m'ont justement dit, ben alors toi, ton projet, il y a un impact environnemental, il y a un impact sociétal. Puis là, j'étais comme, attendez une minute là. Environnemental, je comprends, ça c'est facile. Je calcule à chaque année le nombre de bouteilles que j'ai recyclées. Donc ça, mon impact environnemental, je le mesure très facilement. Mais là, j'étais comme, attendez une minute, pourquoi vous m'avez invité déjà à une conférence sur l'impact sociétal? Là, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, bien, c'est parce que ça inspire les gens et ça entraîne le changement via un peu l'inspiration et l'enthousiasme. Là, j'ai fait, oh, OK, ça. Puis là, justement, ma question, c'était, oui, mais comment qu'on va mesurer ça? On parle d'impact, comment qu'on va mesurer ça? J'ai eu une réponse, mais je suis encore en réflexion. Si des gens ont d'autres pistes de réponse, je suis preneuse, dans le fond. Donc, comment on mesure l'impact social et sociétal aujourd'hui, par exemple, d'un projet comme le mien? Bien, on le mesure via, dans le fond, la réaction aussi des réseaux sociaux. Nous, on ne vend rien. Dans le fond, nous, on n'a rien à vendre. Donc, on parle de nos projets et la réaction des réseaux sociaux, les gens qui nous écrivent, qui disent « Oh, mais là, je n'avais pas pensé à ça. Hey, mais ça, c'est une bonne idée. » Et aussi, les médias traditionnels et conventionnels. Donc, à chaque année, dans le bilan annuel, on voit, OK, quelle a été la réaction, dans le fond, du grand public. Mais c'est ça, c'est vrai que pour moi, l'impact environnemental était plus facile à calculer clairement que l'impact social. Est-ce que l'impact social, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut regarder que dans le rétroviseur ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prévoir ou qu'on peut essayer d'orienter? Bien, je pense qu'au début, je savais même pas qu'il y avait un impact social. Donc, je l'ai comme appris après un an. J'ai fait, ah, OK. Et là, oui. Là, je me dis, OK, là, je comprends comme c'est quoi qui inspire les gens. Je comprends aussi c'est quoi qui aide les gens à passer à l'action, dans le fond. Comme par exemple, on se disait, est-ce qu'on travaille sur la création de bacs un peu plus performants, dans le fond, pour les vignes et qui retient l'eau de pluie, ou on se concentre à créer le système le moins cher possible et qui se déploie le plus facilement possible. Bien là, tu sais, quand j'ai le prisme, quand j'ai le filtre de l'impact social, bien là, ma décision est claire. On va définitivement privilégier, dans le fond, le projet qui est le plus un système qui est facile à déployer, que monsieur, madame, tout le monde peut faire sur leur balcon, sur leur terrasse, dans leur cour, puis que ça coûte quasiment rien, là. Donc oui, une fois qu'on a pris conscience qu'il y a réellement un impact social, bien, par la suite, on prend des décisions pour le nourrir, là, si on veut. Il y a une question sur le cycle de vie des projets. Puis effectivement, l'impact aujourd'hui, il est tel, mais évidemment, dans 5 ans, tu vas regarder comment tu as pris tes décisions il y a 5 ans et tu vas probablement ajuster ta réflexion pour la suite. Donc, il y a comme un apprentissage qui se fait, d'une part. Puis après ça, il y a le cycle de vie complet du projet. Il y a des éléments qui sont pertinents à l'analyse aujourd'hui. Qu'il faut prendre en compte et qu'il faut évaluer sur le très long terme également. Oui. Donc, comment vous travaillez, si vous travaillez avec les cycles de vie? Bien, définitivement. Encore une fois, quand j'ai commencé
dans ma tête, ce qui allait se passer, c'était, on met de la vigne, c'est un projet d'études de 5 ans. Dans 5 ans, faut que ça reste en agriculture urbaine parce qu'on ne va pas mettre du verre dans la terre, on ne va pas remettre ça dans l'environnement, dans la nature. On ne sait pas si c'est... Donc, on se disait, on va rester en circuit fermé. Puis c'est l'avantage souvent de l'agriculture urbaine, on n'a pas à remettre ça à la campagne. Par contre, il est arrivé un petit miracle. Il est arrivé une découverte qui, et ça, c'est toujours via l'innovation, il y a toujours des surprises. La surprise est qu'une agronome est venue un jour faire un test pour voir où était rendu le verre dans le sac de SmartPot. Et elle a dit, mais attends, il y a du verre là-dedans? Je dis, oh que oui, il y a au moins 30 bouteilles de verre. Elle dit, mais là, c'est parce que je ne le trouve pas. Là, j'ai fait, oh là là, 2 secondes, là. Là, ça, c'est... je m'en viens tout de suite. Là, on cherche. Là, je suis comme, attends, moi, j'ai pris pour acquis qu'à cause de la gravité, ça s'en allait dans le fond du sac. J'ai passé un hiver à parler à plein de chercheurs. Il est passé où mon verre? Il est passé où mon verre? Il est passé où mon verre? Là, ils me disent, mais as-tu mis des mycorhizes dans ton terreau d'agriculture urbaine? Je dis, ben oui, moi, je mets toujours des mycorhizes. C'est un peu ça qu'on fait maintenant. Il dit, ben c'est ça qui est arrivé. Ton verre est redevenu de la silice. Là, j'ai fait, oh, mon Dieu! Et là, je me suis dit, OK, 2 minutes là. Là, ça veut dire, puis là, c'est ça nourrit mon enthousiasme pour les prochaines années. En fait, là, le nouveau projet d'étude, c'est vraiment de déterminer est-ce qu'on est capable de pas juste, là, en termes de cycle de vie, là, on est-tu capable de pas juste recycler, mais de carrément redonner à la nature, le verre qui est composé grandement de silice, de magnésium, de fer, est-ce que dans le fond, vraiment, on est capable de dégrader via des mycorhizes le verre? Donc, et là, ça change la donne du cycle de vie complètement. Parce que là, je peux prendre mon terreau du Palais des Congrès aujourd'hui, puis je peux aller le mettre à la campagne. Puis il ne se passe rien, là. C'est du sable, là. C'est redevenu du sable. Donc, ça change la game, là, pour moi. Est-ce qu'il faut avoir cette ambition-là, Béchara, Mylène, pour des projets comme le MR63? Est-ce qu'il faut avoir une ambition d'un cycle de vie qu'on peut prévoir à ce point-là? Je ne sais pas si on va pouvoir récupérer du verre pour le mettre ailleurs, mais en tout cas, il y a une chose qui est vraiment intéressante. Alors, je trouve l'exemple d'ailleurs en parlant de ce que Véronique vient de présenter, c'est super intéressant. Je ne savais pas ça du tout, donc j'apprends des choses aussi. C'est super. Donc, j'imagine que c'est ça l'aspect, l'impact social. On apprend, puis du coup, ça nous donne des idées pour la suite. Ben, c'est certain que je reviens un petit peu toujours sur la même chose, moi aussi, un peu comme Pierre-Laurent, c'est de dire que finalement, il faut intégrer ces questions-là dès le début de la conception. Donc, plutôt que de penser un bâtiment comme un tout, et en disant on fait un bâtiment, il faut le considérer comme il y a eu plusieurs théories qui ont été développées, comme une série de couches éventuellement, que potentiellement la structure a un côté qui est beaucoup plus pérenne quelque part, qui va avoir une plus longue durée de vie, que le revêtement extérieur, que les planchers à l'intérieur, que les fenêtres qu'il va falloir changer au bout d'un certain moment. Et donc, en identifiant quelque part des couches d'intervention, et la plus longue couche, en fait, c'est clairement le sol lui-même. Donc, le sol, lui, il est là pour très, très, très longtemps. La structure va avoir une durée de vie de peut-être un siècle. Et plus on va avoir des utilisations qui sont ponctuelles, plus on va réduire. Ben, on se rend compte que quand on fait la conception d'un projet pour une utilisation qui va peut-être durer 5 ans, mais dans 5 ans, on va changer, ce ne sera peut-être plus le même programme, ben, il faut se donner une certaine flexibilité dans la conception pour pouvoir aménager facilement ce niveau du programme un petit peu, sans que ça implique nécessairement des changements au niveau de la structure, au niveau du sol, etc. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'encourager, nous, enfin moi, dans mes cours à l'université aux étudiants, j'essaie de les encourager à réfléchir vraiment à une déshomogénéisation du bâtiment, plutôt que de le penser comme un tout, de le penser vraiment comme des couches et d'intervenir de façon la plus efficace dès le début sur ces éléments-là, pour que finalement, quand on se mette à penser aux déchets, c'est ça le problème du cycle de vie, c'est que ça va finir à un moment donné, ben, qu'on n'a pas tout qui finit en même temps, et c'est pas parce que c'est plus une église que du coup il faut raser le bâtiment et reconstruire autre chose. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une certaine flexibilité pour l'inconnu quelque part, parce qu'on ne sait pas où on s'en va.
Normalement, quand on conçoit un bâtiment de bureau, on conçoit un bâtiment de bureau. La COVID arrive et puis on n'a plus besoin de bureaux aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait demain matin? Est-ce qu'on rase tous les bureaux puis on construit des condos à la place ou des logements? C'est là qu'on ne sait plus. Donc, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité de réutilisation. Et là, je sais qu'il y a les 4 R que Mylène aussi mentionne je dis toujours Mylène dans la charte d'impact, mais on parle de recyclage, de remise à neuf, de réemploi, de réparation. Il y a aussi le partage de ces outils-là pendant qu'ils sont là. Donc, plutôt que de tout de suite changer les choses, de voir si on peut même partager le bâtiment avec toujours les autres intervenants avant de commencer à tranquillement intervenir sur des éléments très spécifiques. Et ça, c'est dès le début de la conception. Donc, si on pense à un projet en partant aujourd'hui, en disant qu'est-ce qui va être bon pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, pour un siècle, ben, on peut être beaucoup plus efficace pour gérer le cycle de vie plutôt que de devoir dealer avec le cycle de vie après quand on sera rendu là. Je crois que Béchara a bien répondu à la question, même pour le projet MR63, c'est exactement ça. Il a volé mes mots, donc je ne peux pas dire mieux. Mais Mylène, par contre, tu pourrais peut-être nous dire, tu sais, quand on travaille, puis je reviens un petit peu au début de notre conversation, on parlait des différentes parties prenantes, puis comment on mobilise les grandes entreprises, comment on mobilise les grands joueurs, les grands acteurs à participer à des projets aussi fous que le Vignanville, par exemple, et aussi important que MR63, par exemple. Comment on réussit à convaincre une grande entreprise d'avoir cette réflexion-là et de s'associer, d'épauler, de s'associer, de contribuer, parce que ce ne sera pas nécessairement payant demain matin, mais ça va l'être pour tout le monde dans pas long. Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que chaque entreprise a une espèce de charte d'investissement qui suivent. Puis si le projet tombe bien dans les cordes de l'entreprise, c'est sûr, ça va être un bon acteur. Fait que c'est d'être au fait là, des principes d'investissement et d'aller chercher les acteurs et de montrer le what's in it for them et comment le rayonnement d'un projet peut être bénéfique pour l'entreprise. Je pense que c'est quand même très complexe, là, puis il n'y a pas juste une réponse à ça, mais c'est tout le temps du cas par cas. Et c'est ça, les entreprises ont tous, ou presque tous, les grandes entreprises, un département où ils font de la philanthropie. C'est d'avoir les bons contacts, d'avoir un bon réseau de contacts et finalement de contacter avec le bon volet, de mettre l'avant le bon volet qui touche les valeurs philanthropiques de l'entreprise. Pierre-Laurent, dans ton expérience, évidemment, tu travailles avec toutes sortes de formes d'investissement, d'engagement. Puis tu as fait référence tantôt à l'engagement, qui est probablement, l'investissement, c'est l'action, l'engagement, c'est la position, la posture. Est-ce qu'on est dans un mouvement qu'on peut constater à tous les niveaux dans les entreprises et dans les grands acteurs? Oui. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. J'ai quand même donné ce disclosure, mais je dirais même sur les 5 dernières années, là, il y a un shift important qu'on est en train de voir. Si je prends, par exemple, dans le marché juste de la finance, de façon au sens large, j'ai mentionné tantôt l'ESG, ça c'est des considérations environnementales, sociales et de gouvernance. C'est avant l'impact là, dans le niveau de détail, de complexité, mais c'est quand même un élément important. De nos jours, là, on estime que c'est environ 30% de l'ensemble des flux monétaires mondiaux qui sont investis sur des normes ESG. Et ce qui me rend particulièrement excité, c'est que basé sur les commitments qu'on voit déjà en ce moment, donc ça, c'est pas sur éventuellement on voit le marché, c'est sûr que les gens ont déjà dit qu'ils vont faire. On estime que ça va être à 75-80% des flux monétaires mondiaux vont considérer l'ESG d'ici 2030. Donc, sur les 9 prochaines années, là, c'est quasiment toute l'industrie qui va prendre en compte de l'ESG. Bien sûr, en tant qu'investisseur d'impact, je pense qu'on peut aller bien plus loin que de l'ESG et on commence à voir l'aiguille bouger dans cette direction-là. Mais comme je disais tantôt aussi, les investisseurs ont un rôle important. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mon choix de carrière.
mais les investisseurs ont un rôle important dans l'engagement auprès des grandes entreprises pour faire bouger l'aiguille sur des considérations d'ESG, d'environnement, d'impact, etc. Donc ça, d'un côté, ça me rend intéressé. D'autres choses qu'on voit aussi, c'est, si on regardait, je pense, c'est une autre étude que je lisais l'autre jour, juste entre 2018 et 2020, le nombre de jobs disponibles en analyse d'impact, analyse d'ESG, analyse RSE aussi dans des grandes entreprises, etc., a quadruplé au Canada en 2 ans. Donc, on commence à voir un peu une course à l'armement de ces grandes entreprises qui se rendent compte qu'il y a un shift avec le shift démographique qui est en train d'avoir lieu. Encore une fois, beaucoup de mes études là, s'attachent à la finance, mais ça représente un shift culturel générationnel important. C'est que, premièrement, on est en train de vivre là maintenant et sur les quelques décennies qui s'en viennent, le plus grand transfert de wealth de l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et on est en train de voir ce shift entre une génération qui avait des considérations, disons, moindres, pour ne pas dire autre chose, sur l'impact environnemental, sociétal, etc., des entreprises, des services, de leur carrière, etc., vers une génération des millennials qui ont une considération beaucoup plus importante pour ce genre de choses. Pour mettre les choses en perspective, pour mettre des chiffres là-dessus, c'était pour les populations de 65 ans et au-dessus, ceux qui étaient intéressés par de l'ESG, par de l'impact, représentaient seulement environ un tiers des personnes de 65 ans et au-dessus. Si tu prends les 45 ans et en dessous, ce pourcentage augmente aux alentours de 75-80%. On voit un renversement complet des considérations ESG, des considérations de l'impact environnemental et social pour la finance. Et je pense que c'est assez représentatif aussi du reste d'autres enjeux où est-ce que encore une fois, les produits et services que tu vas consommer, les types de jobs que tu vas poursuivre, etc. Pour moi, je vais un peu répondre à ta question avec une autre question. On a mentionné, si on parle de l'environnement, et ça revient un peu à la question, je pense que c'est Mylène qui disait ça tantôt, de shift versus transition. On fait face quand même on parle en anglais de climate emergency, et il y a une raison pour ça. C'est que, bien sûr, si on était au stade où on en est aujourd'hui, même il y a 20 ans, on aurait le temps de faire une transition plus étendue dans le temps. Je pense que le débat d'un shift versus une transition est quand même important à avoir. Puisque aussi, pour revenir au point de départ, Stéphanie, quand faisait l'introduction du panel d'aujourd'hui, il faut quand même le dire, et je ne me rappelle pas du pourcentage exact, là, mais le top 1% de la planète, c'est nous. Oui. Il faut le dire, si on est là sur un panel aujourd'hui, on a tous un écran d'ordinateur, etc., on est le 1% de la planète qui a contribué à cet impact, plus que les 50 autres % de la planète. Nous devons faire cette transition et nous devons faire ce shift important, etc. Donc, comment pouvons-nous, tu vois, si on était dans un vacuum et qu'on n'avait pas les enjeux importants et qu'on n'était pas aussi, disons, avancé dans la crise écologique, la crise environnementale qu'on ne l'était, je serais tout bonheur, tout rosy-goldy, tout happy en ce moment. Ce que je dirais, hey, l'organisation est en train de shifter, dans 20-30 ans, on va être all good. Je ne suis pas certain qu'on a 20-30 ans pour faire ce shift. Et il faut toujours faire plus. Et c'est là où, encore une fois, les conversations telles qu'on les a aujourd'hui sont très importantes. Et là, je vais revenir encore à un autre point. Encore une fois, je suis en train de partir un peu sur un rant là, donc arrêtez-moi quand il le faut. Mais si je reviens aussi à quelque chose que Béchara, vous avez dit plusieurs fois durant ce panel, il y a l'échelle d'un bâtiment, changer une fenêtre, changer une porte. Il y a l'approche d'un écosystème, disons, local, qui est aussi très important. Mais je ne discounterai pas le fait de changer des portes et des fenêtres, mais à une échelle beaucoup plus grande. Par exemple, il y a un projet que nous avons lancé, sur lequel je suis impliqué depuis 3-4 ans maintenant, qui s'appelle la SOFIAC,
peut-être vous avez entendu parler là, mais c'est un projet d'efficacité énergétique, efficacité énergétique à l'échelle de tout le Canada. Les projets qu'on finance, ce n'est pas du rocket science. C'est un peu plus que seulement des portes et des fenêtres, là, mais ce n'est pas très compliqué. Les choses qu'on s'est rendu compte en préparant, en faisant de l'analyse, en se familiarisant avec ce marché-là, c'est que le 15% d'efficacité énergétique ciblé par le gouvernement du Québec, c'est 3 barrages de la Romaine. Si on met ça en perspective, c'est immense, 3 barrages de la Romaine, sans parler de l'impact environnemental de créer ces barrages, des impacts sociétals que ça a, etc. Et ça, c'est seulement en faisant à une très grande échelle des choses simples. Et il est là la proposition. Il fallait bien sûr, pour revenir à notre point de Véronique, il fallait créer un produit innovant qui amenait différents acteurs du marché ensemble à trouver ces solutions. Il fallait prendre ce temps-là. Ça nous a pris 3 ans pour trouver la solution qu'on pouvait amener sur le marché, où tous les parties prenantes allaient avoir leur buy-in, quelque chose qui allait fonctionner. Mais l'échelle, même des solutions simples, faites à échelle, peuvent avoir un impact extrêmement matériel sur ce qu'on peut avoir. Ça ne va pas être enough pour tout changer. Il faut aller plus loin que ça. Mais dans l'histoire de s'acheter du temps, même le low-hanging fruit, même les solutions simples, il faut y penser, il faut les implémenter à une échelle individuelle, à une échelle d'une communauté, mais aussi à une échelle du Canada et des pays développés en Chine. C'est de cette façon qu'on va s'acheter un minimum de temps pour éviter les plus gros impacts néfastes du changement climatique et de la dégradation de notre environnement. Même si ici au Canada, on est un des seuls pays qui risque de bénéficier du changement climatique d'un point de vue économique, etc. Mais on a un devoir, comme Stéphanie tu as dit en introduction de ce panel, pour le reste de la planète, ayant été un pays qui a significativement contribué aux crises dans lesquelles on se trouve en ce moment. Je ne sais pas, je vais arrêter là, je peux en parler pendant une éternité, mais je pense que je voulais rassembler un peu tous ces différents éléments. Là, les questions que je vois dans le chat, je pense que c'était important de le dire. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir là-dessus, mais... Voilà. Peut-être juste pour rebondir là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Laurent aussi, c'est pas nécessairement... il y a le dicton... le mieux est l'ennemi du bien, c'est qu'on essaie toujours de faire mieux et tant que c'est pas parfait, on fait rien. Mais c'est certain qu'il faut penser, je pense, des nouveaux projets, des nouveaux investissements, des nouvelles façons des nouveaux projets de façon efficace. Mais en même temps, c'est pas pour ça que des interventions simples sur des choses qui existent déjà, qu'on peut améliorer, il faut les oublier. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre et c'est vraiment d'attaquer les deux en même temps, tout à fait. Ouais. Surtout que ce n'est pas les mêmes intervenants. Je veux dire, on parle vraiment de 2 choses différentes. Mylène, voulais-tu intervenir? Ton micro est fermé. Non, je dis absolument, c'est vrai. OK, t'es Oui, ça vient rejoindre à choisir ses batailles, puis aller de l'avant, même si en bout de ligne, le bâtiment durable ne va pas être parfait, ça ne va pas être la maison du développement durable. On doit intervenir quand même, chacun a sa part à faire. Non, effectivement. On approche de la fin, il reste seulement quelques minutes. C'est sûr que ce que vous évoquez revient finalement à se dire, puis je pense que c'est un lien effectivement avec l'introduction que je proposais, c'est que la réflexion sur la transition, elle doit s'accompagner d'être dans l'action. Il faut qu'on soit déjà en marche quand on pense à cette transition-là, parce qu'effectivement, c'est un changement important par rapport à ce qui s'est fait et par rapport même à nous-mêmes, à ce qu'on a connu. Il faut revoir notre lien avec l'écosystème dans lequel on est. Il faut arrêter de se dire que si chacun fait un petit pas, ça va bien aller. On n'est pas dans ce type de modèle-là dorénavant. On est ailleurs et on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé. Et on n'a pas accès à l'information, on ne peut pas voir ce qui se passe, c'est pas vrai. On les a, les indicateurs, l'information est disponible et les exercices comme aujourd'hui, je pense, sont une action en soi parce qu'on est plusieurs à discuter. On amène des pistes de solutions très concrètes et on amène des réflexions très concrètes. J'ai envie d'interpeller Frédéric pour qu'il revienne un petit peu dans la conversation parce que, évidemment, cette occasion-là nous est offerte
parce qu'il y a des gens qui sont des entrepreneurs sociaux comme Frédéric, comme son frère, qui décident de ne pas se satisfaire du statu quo, de ne pas perdre l'occasion d'une opportunité comme celle qu'on a vue se déployer dans les 3 dernières années, qui va continuer. Puis peut-être, Frédéric, s'il y avait une réflexion sur la transition écologique, puis le rôle des entreprises, qui est dans le fond la question que tu nous posais au départ, est-ce que dans ta perspective, on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on est encore beaucoup trop court par rapport aux aspirations de Mer 63? Je peux répondre c'est 2 questions différentes, là. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Oui. Est-ce qu'on est trop court? Aussi, oui. Être sur la bonne voie, ça ne veut pas dire faire assez. Puis, définitivement, nous, notre but avec MR63, c'est de démontrer ce qui peut être fait si on met tous les efforts dans le même sens. Donc, dans le même sens de la Charte du développement durable. De voir aussi les interstices, ces fameux petits points qui rallient les grands points. Ça permet de créer dans le fond, des nouveaux impacts juste parce qu'on réfléchit les différents impacts un envers l'autre, un peu comme ce que Véronique disait avec ce qu'elle a vécu avec Vignonville. Elle fait son truc, elle a un impact environnemental, mais elle a aussi un impact social. Puis quand on réfléchit les deux, là, tout d'un coup, est capable d'en avoir plus dans chacun des cas. Moi, les discussions que j'ai eues avec notamment Pierre Laurent, avec notamment Mylène sur justement l'impact des entreprises, je sens qu'on est dans la bonne voie. Je sens que on n'est plus juste dans on évite de faire le pire, mais on veut faire le mieux. Puis ça, c'est rassurant. Mais je pense que les grandes entreprises sont aussi menées par un vent de changement, une attitude ou une culture plus ground, qui vient de la base. Donc, il ne faut pas lâcher aussi comme plus petite structure de toujours démontrer ce qui peut être fait dans l'idéal. C'est vraiment ça qu'on veut faire avec MR63, c'est de créer ce nouveau barème d'idéal pour qu'ensuite les entreprises disent OK, ils l'ont fait à petite échelle, on est capable de le faire à grande échelle. Donc, voilà. Bien, ça va conclure, je pense, les conversations qu'on a eues. On a eu des belles réflexions dans les questions qu'on a reçues en ligne. J'ai l'impression que c'est une conversation qui ne fait que commencer. Il va falloir, Frédéric, qu'on pense à continuer le lab éphémère pendant encore bien longtemps, parce que dans le fond, c'est une question d'hygiène. Ce n'est pas quelque chose qu'on va régler d'un coup, en fait. Et j'ai envie de donner rendez-vous à tout le monde une prochaine fois. Et te dire, Frédéric, qu'on sera là pour continuer à appuyer le projet et que, évidemment, quand on va ouvrir ce grand projet-là au public, ce ne sera qu'un prochain début. Génial. Le prochain labo éphémère va être à la fin du mois de mai. On est en train de vérifier la date en ce moment. Ça va être sur l'inclusion territoriale, donc sur ce côté où est-ce qu'on amène différentes populations à venir ensemble pour réduire les inégalités sociales. Bien, merci beaucoup. Merci au CRIEM aussi d'avoir été un hôte formidable. Et on va évidemment donc continuer. Donc, prochain rendez-vous, l'information sera disponible en ligne, les médias sociaux. On s'assurera de bien suivre tout ça. Et puis, on sera en ligne autrement. Nick, est-ce que tu nous fermes ça? Oui, un grand merci à tous les panélistes et un grand merci à Frédéric pour le partenariat et vraiment un plaisir de poursuivre la collaboration. C'était génial. Et une bonne fin de semaine à tous et toutes. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne semaine. Beaucoup.